Ohio les Nakama et bienvenue sur ce podcast. Si les termes de Rasengan, de Gearthird, de Ultra Instinct, de Toman, de Sasageyo ou encore du souffle de l'eau 3ème mouvement te parlent, tu es au bon endroit. Je m'appelle Ségolène, et oui, comme Ségolène Royal. Je suis une otaku et tous les vendredis je te parle de manga. Alors enfile ton chapeau de paille et prépare tes kunai parce que là, ça va être plus ultra. Bonne écoute! Alors évidemment, il fallait bien qu'à un moment ou un autre, je finisse par vous parler de Demon Slayer, tellement la hype autour de ce manga est importante, notamment au Japon, mais aussi en France depuis peu de temps. C'est un manga qui fait un petit peu polémique malgré tout, parce qu'il y a plusieurs teams. Il y a ceux qui sont complètement fans, et ceux qui clament haut et fort que ce manga est beaucoup trop surcoté et qu'il ne mérite pas du tout l'engouement qu'il y a autour. Alors qu'est-ce qu'il en est réellement, ou du moins quel est mon avis à moi? Donc encore une fois, je vais essayer d'être la plus objective possible, mais mon avis n'engage que moi. Je tiens à le répéter et à le préciser. Donc il n'y aura normalement pas de spoil dans cet épisode, je vais vraiment parler de l'œuvre dans sa globalité. Comme d'habitude, un rappel sur cette œuvre, donc le mangaka c'est Koyoharu Gotoge ou Gotoge, je sais pas trop comment on dit. Donc il y a pas mal de secrets autour de ce mangaka qui tient à rester discret avec ce pseudonyme, mais en réalité il s'agirait d'une femme. Donc ça n'a pas été acté à 100%, mais c'est quasiment sûr que c'est une femme qui aujourd'hui a dessiné et a écrit l'histoire de Demon Slayer. Au niveau de la parution, ça a commencé donc au Japon entre février 2016 et ça s'est terminé en mai 2020 avec un total de 23 tomes. En France, ça a été publié une première fois en août 2017 jusqu'en janvier 2018, donc sous le nom des Rôdeurs de la Nuit, chez Panini Manga. Je reviendrai sur ce sujet un petit peu plus tard, mais ça a été un flop et le manga n'a pas décollé en France. Donc du coup, une nouvelle édition a été proposée sous le vrai nom de Demon Slayer, donc le titre original, depuis le mois de septembre 2019 et il y a actuellement 19 tomes de parus. Au niveau de l'animation, alors cette animation dont on parle toujours, elle a été faite par Ufotable, encore une fois, question de prononciation. Donc il n'y a pour l'instant qu'une seule saison qui est sortie entre avril et septembre 2019 et qui est sortie en simulcast sur Wakanim et qui est depuis le 1er novembre 2021 sur Netflix. Enfin, il y a le fameux film d'animation du Train de l'Infini qui est sorti en mai 2021 en France et la saison 2 est prévue pour décembre 2021. Il y a également un jeu vidéo qui est sorti très récemment en octobre du mois de l'année 2021 qui s'appelle Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, donc le titre original de cette œuvre, de Himonkeni Chronicles. Alors, un petit résumé de Demon Slayer. Demon Slayer, c'est l'histoire de Tanjiro Kamado qui vit chichement dans une maison dans la forêt avec sa maman et ses frères et sœurs. Donc c'est l'aîné de la famille, un matin il part vendre du charbon au village et il promet de revenir rapidement chez lui. Sur le chemin du retour, tard le soir, il passe devant la maison d'un vieux monsieur qui l'interpelle et qui lui propose de l'héberger parce qu'il lui explique qu'il est dangereux de se promener en forêt la nuit, à cause notamment des démons qui dévorent les humains. Tanjiro dort donc chez ce monsieur, il reprend la route le lendemain matin et malheureusement pour lui, il y a quelque chose de tragique qui s'est passé puisqu'il retrouve toute sa famille violemment assassinée. Donc vraiment c'est une scène très sanglante à la fois dans le manga et dans l'anime. Grâce à son pouvoir, parce que Tanjiro a une sorte de pouvoir, c'est qu'il a un excellent odorat et ça lui permet de détecter des odeurs de manière très précise. Il constate que l'une de ses sœurs, qui s'appelle Nezuko, qui est je pense d'ailleurs la sœur qui arrive juste après lui dans la fratrie, est inconsciente mais semble toujours vivante puisqu'il arrive à sentir que le sang de Nezuko est toujours actif. Il la porte sur son dos du coup pour s'éloigner, il décide de l'emmener très loin puisque de toute façon il est obligé de laisser sa famille derrière lui et en chemin, Nezuko se réveille, il constate avec effroi qu'elle s'est transformée en démon, et du coup, elle attaque Tanjiro. Mais elle semble toujours ressentir des émotions d'humain, contrairement à la plupart des démons classiques, et au moment où elle se réveille, apparaît en même temps Tomioka, donc Tomioka qui est un pourfendeur de démons, donc ce qu'on appelle les Demon Slayer, qui tente de tuer Nezuko, mais qui constate finalement qu'elle est différente des autres démons, et qu'elle a un vrai lien qui l'unit à son frère Tanjiro, qui lui est prêt à tout pour la défendre. Donc Tomioka rengaine son katana, et il dit à Tanjiro d'aller trouver Uroroki, donc qui est un grand maître, un grand sensei des Demon Slayer pour pouvoir s'entraîner et devenir lui-même un pourfendeur de démons, un Demon Slayer, afin de pouvoir se lancer dans une aventure qui lui permettra peut-être de trouver un antidote pour sa sœur et la faire redevenir humaine. Bien évidemment, au cours de cette histoire, Tanjiro va rencontrer plein de monde, donc de nombreux ennemis qui vont être tous plus puissants les uns que les autres, notamment parmi les démons et leur grand maître originel qui s'appelle Muzan Kibutsuji, mais aussi évidemment des alliés avec les plus grands des Demon Slayer, les piliers et d'autres amis qu'il va se faire évidemment
en cours de route, en plus de découvertes sur sa propre famille et son propre passé. Donc pour la petite histoire, les premières versions de Kimetsu no Yaiba, donc de Demon Slayer, étaient plus sombres. Les premières versions produites par la mangaka et moins humoristiques que celles qu'on connaît aujourd'hui, avec des thèmes d'épée et de démons que les japonais connaissent bien. Mais l'éditeur de la mangaka lui a demandé d'intégrer un personnage un petit peu plus simple, un petit peu plus humain et plus attachant, pour que les lecteurs donc de Demon Slayer puissent plus facilement s'identifier à ce personnage. Et en plus de ça, la mangaka reconnaît également s'être inspirée de l'onde dans JoJo's Bizarre Adventure pour tous ces systèmes d'énergie qui, dans Demon Slayer, s'appellent des souffles. Alors évidemment, quand on pense à Demon Slayer, on pense directement à cet animé qui est exceptionnel. On peut pas dire le contraire. Que les gens aiment ou non le déroulé de l'histoire, le scénario, la trame, tout le monde est unanime sur le fait que l'animé est vraiment un chef-d'œuvre monumental et qu'il surpasse tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui en termes d'esthétisme notamment. Donc tout est vraiment très beau, l'animation est vraiment incroyablement réussie pour ne pas dire qu'elle a complètement sublimé le manga papier. Les différents souffles ont réussi à être super bien matérialisés, ils sont vraiment faits à la perfection, il y a des effets de style qui sont exceptionnels, les décors sont très bien faits, très bien travaillés, la bande son est incroyable et le générique de Demon Slayer, la musique qui s'appelle Gurange, reste à ce jour mon OST préféré, tout manga confondu, et Dieu sait que pourtant il y en a vraiment qui sont exceptionnels, mais celui-là je le trouve génial. Donc Demon Slayer, on peut dire que c'est vraiment une claque visuelle en termes d'animation. Quant au film du Train de l'Infini qui est sorti au mois de mai et qui a été du coup découpé en plusieurs parties pour une saison 2, donc ceux qui n'ont pas vu le film à sa sortie ou qui l'ont pas vu dans son intégralité peuvent retrouver l'histoire de ce film en plusieurs épisodes. Je crois que c'est sur Wakanim si je dis pas de bêtises. Je crois que vraiment j'ai rarement été aussi hypée par un dessin animé de toute ma vie, peut-être que j'exagère un petit peu, tellement le Train de l'Infini était parfait. Vraiment c'était... Je sais pas, j'ai même pas de mots en fait, c'est vraiment j'ai pris une claque visuelle pendant tout ce film. Donc il y a eu beaucoup de débats, alors toujours les mêmes débats autour de toujours les mêmes sujets, sur l'utilisation trop massive de la CGI et la bande son qui était un petit peu en décalé par rapport à l'histoire, parce que c'était une bande son qui était un petit peu rock, un petit peu électro. Moi je trouve que c'était super bien dosé, je trouve qu'on voit pas passer le film. Alors il y a quelques petites longueurs au début de l'histoire, le temps qu'on se mette un petit peu dedans, mais moi je trouve qu'on en prend plein les yeux tout au long du film et que vraiment c'est une réussite cinématographique, c'est une réussite d'animation, c'est une réussite visuelle. Vraiment, déjà l'animé est exceptionnel, mais alors ce film-là, c'était un peu la cerise sur le gâteau, donc j'ai vraiment très hâte de voir ce qu'il nous réserve pour la saison 2. Alors, ok, l'animé de Demon Slayer est génial, mais qu'en est-il du manga ? Alors, comme je le disais précédemment, il y a beaucoup de débats autour de la qualité scénaristique de ce manga. Donc l'animé est tellement exceptionnel, et comme je viens de l'énoncer pendant 10 minutes juste avant, c'est dur de dire le contraire, que pour certains, cet animé justement va camoufler les lacunes qu'il y a dans l'histoire. Alors pour rappel, comme je l'ai dit dans l'introduction, en 2017, Panini sort une première fois le manga sous le nom des Rôdeurs de la Nuit. Franchement, quelle idée, parce que c'est hyper chum comme nom. Mais bref, ça ne fonctionne tellement pas qu'ils arrêtent la publication à partir du tome 4. Alors cela s'expliquerait parce qu'il y a eu un manque total de communication et de marketing autour de ce manga, c'est-à-dire qu'ils n'ont fait aucune com pour prévenir qu'ils allaient sortir ce manga-là, donc personne n'était au courant que ça sortait. Évidemment, suite à la sortie de l'anime en 2019, qui a été un carton plein et qui est vraiment une totale réussite, Panini se dit bon, on va retenter de sortir le manga, cette fois-ci on fait une nouvelle édition, on appelle ça avec le nom original, donc Demon Slayer, qui du coup porté par l'animé, avec une nouvelle traduction un petit peu plus moderne, un petit peu plus récente, pour être la plus proche de l'œuvre originale, mais en même temps s'adapter au public français. Et du coup, tout ça mis bout à bout, c'est un succès phénoménal, et Demon Slayer connaît l'engouement qu'on lui connaît aujourd'hui. Et du coup, Demon Slayer, en détail, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça raconte? Alors déjà, Demon Slayer, c'est un 100% shonen. Il n'y a pas du tout de surprise au niveau du scénario scénaristique, tous les codes du shonen sont respectés. Tanjiro, c'est un jeune garçon, il est presque adolescent, il a un nouvel objectif ultime, celui de sauver sa sœur et de la faire redevenir humaine, quoi qu'il lui en coûte. Donc il va commencer évidemment par s'entraîner petit à petit pour devenir plus fort et pour pouvoir se dépasser régulièrement. Donc ça, c'est tout à fait commun à toutes les autres histoires de shonen qu'on connaît aujourd'hui. Évidemment, il va croiser de nombreux ennemis sur sa route, et un petit peu à la manière de Naruto et de son fameux Tok no Jutsu. Et oui, comme vous avez vu, je ne peux pas m'empêcher de parler et de citer Naruto. C'est la vie. Tanjiro va réussir à adoucir les cœurs, donc ça on retrouve encore une fois le salut de l'âme, le fameux salut de l'âme, parce que de nombreux personnages vont succomber, même des démons, à la gentillesse et à la pureté débordante de Tanjiro. Évidemment, lui-même, il va évoluer, il va gagner en maturité, il va se faire des amis, Zenitsu et Inosuke, qui vont devenir vraiment ses amis proches, et qui vont l'accompagner dans ses aventures. Donc il va y avoir des entraînements, il va y avoir des combats, il va y avoir des souffles, des maîtrises de techniques, donc ce qui va animer le récit. Il va rencontrer évidemment de nombreux antagonistes,
antagonistes, parce que sinon l'histoire n'avance pas, donc des antagonistes plus ou moins puissants, des antagonistes plus ou moins marquants. Donc en effet, rien de nouveau ou de transcendant en termes de scénario, mais ça reste néanmoins efficace. Le début de l'histoire, pour le coup, il est plutôt violent, parce qu'il y a le massacre entier de sa famille, mais au final, est-ce que réellement dans des shonen, on connaît des personnages qui ont des vies très heureuses et très paisibles? Personnellement, là comme ça, j'en ai aucun qui me vient en tête. Et évidemment, on va retrouver dans ce manga les valeurs classiques du shonen qu'on connaît bien, l'esprit d'équipe, le dépassement de soi, le travail, l'amitié, etc., etc. Donc toutes les cases sont cochées. Ensuite, on a des personnages qui ne laissent pas indifférents. Donc évidemment, on a le personnage de Tanjiro qui est super attachant. On peut dire ce qu'on veut, mais il est hyper mignon. Il est d'une gentillesse extrême, il essaye de voir le bon dans chacune des personnes qu'il va croiser. Il s'énerve pratiquement jamais. Il est jamais violent par choix, mais parce que en général, c'est plutôt par obligation ou parce qu'il doit défendre les siens. Donc il ne quitte jamais de vue son objectif final qui est de sauver Nezuko, donc il a vraiment un lien très fort avec sa sœur. Mais à côté de ça, il tente quand même de venir en aide au maximum de personnes autour de lui. Donc il est plein de compassion, même envers les démons d'ailleurs. Et il est souvent ému finalement quand il découvre les histoires des démons au moment de leur mort. Parce qu'en général, les démons sont des personnes normales qui sont devenues des démons. Et au moment de mourir, eh bien, ils réussissent à retrouver des bribes de leur passé. Parce qu'en général, quand ils se transforment en démons, ils ne se souviennent plus de leur vie humaine. Mais au moment de leur mort, ils sont comme délivrés. Et à ce moment-là, ils se rappellent généralement de bons moments qu'ils ont passés. Et ils partent l'esprit un peu serein. Et ça, à chaque fois, ça émeut Tanjiro et d'ailleurs les personnes qui lisent le manga également. Enfin, en tout cas, moi, je sais que ça m'a ému plusieurs fois. Ensuite, on a Nezuko. Nezuko, quant à elle, donc c'est un peu plus compliqué de se faire un avis parce qu'elle ne parle pas pendant 90% de l'œuvre, puisqu'elle est transformée en démon et qu'ils lui mettent une espèce de bambou dans la bouche pour pas qu'elle soit violente. Mais à l'image de son frère, c'est quelqu'un qui semble profondément bon. Donc contrairement aux autres démons, elle refuse de manger des humains et elle préférera tomber dans le coma pendant 2 ans plutôt que de céder à la faim qui la tiraille. Elle ne cédera pas non plus à un moment donné aux provocations du pilier du vent, le pilier du vent qui s'appelle Sanemi Shinazugawa, qui tentera de la provoquer, de prouver qu'elle est dangereuse et du coup qu'il faut l'éliminer. Mais comme elle est très forte, elle réussira à résister à ces provocations. Ensuite, on a Zenitsu et Inosuke, donc les deux compagnons proches de Tanjiro. Donc l'un est très peureux, l'autre c'est une grosse brute qui fonce dans le tas. Ils sont tous les deux puissants à leur manière et ils ont chacun des souffles très spécifiques. Donc la foudre pour Zenitsu et le souffle de la bête pour Inosuke. Donc ils sont très attachants et ils sont d'un grand soutien pour Tanjiro au quotidien parce qu'ils ont des caractères qui sont quand même assez sympas, même s'ils sont très caricaturaux. Ils apportent une touche d'humour très importante au récit parce qu'ils sont tous les deux très drôles, chacun dans son genre. Les personnages des piliers, donc au fur et à mesure de l'histoire, on va rencontrer les 9 piliers et les souffles qui leur sont associés. Donc les piliers, c'est les plus puissants Demon Slayer. Donc en japonais, les Demon Slayer, ça se dit Ashira, donc Ashira qui veut dire pilier. Ils vont chacun dans l'histoire avoir un moment dédié qui a un focus sur eux, qui va nous permettre de mieux les comprendre, de nous rendre compte de l'étendue de leur talent et de leur puissance, et surtout de découvrir leur souffle. Donc il y a le souffle de l'amour, du vent, de l'eau, le souffle de l'insecte, du serpent, du son, de la roche, de la flamme, de la brume et des fleurs. Voilà, donc un sacré lot de souffles qui sont quand même assez sympas à découvrir. Ensuite, on a les démons. Alors évidemment, il y a certains démons qui sont plus importants que d'autres, et au cours de l'histoire, on va en croiser beaucoup. Donc les plus importants, c'est évidemment les lunes démoniaques, qui sont les démons les plus puissants, qui sont les démons qui ont reçu le plus de sang du démon originel, donc Muzan Kibutsuji, qui ressemble à Michael Jackson. Donc qui est d'ailleurs un antagoniste très puissant, qui est l'antagoniste, on va dire, principal de l'histoire. Muzan, il serait immortel et ce serait le démon originel, le témoin zéro, le premier démon. Il semblerait qu'il soit également la clé pour rendre l'apparence humaine aux démons qui sont possédés, comme par exemple Nezuko. Donc il est extrêmement puissant, c'est lui qui choisit les candidats pour les lunes démoniaques, donc en fonction des services qu'ils ont rendus et de leur dévotion envers lui. Alors il semble avoir une vie de famille puisqu'il a une femme et un enfant, et alors on ne sait pas trop si cette femme et cet enfant sont au courant de sa véritable nature, mais il ne semblerait pas. Ensuite, on a un déroulé de l'histoire qui est quand même plutôt efficace malgré tout. Donc, contrairement à de nombreux mangas qui traînent en longueur et qui ont tendance à entraîner un peu un sentiment de lassitude, le rythme dans Demon Slayer est assez rapide, il est assez bon. Les choses vont vite, c'est-à-dire que c'est un manga qui est en 23 tomes, donc contrairement à des One Piece ou à des Naruto, qui s'étalent sur plus de 70 tomes pour Naruto et aujourd'hui plus de 100 pour One Piece, où les auteurs peuvent prendre leur temps, Demon Slayer ne se permet pas ce luxe-là. L'entraînement de 2 ans de Tanjiro passe hyper vite, c'est même un peu surprenant tellement c'est rapide, c'est-à-dire qu'on a à peine le temps de s'attacher à Uroroki que déjà c'est fini, et on se dit mais attends, il est déjà attaché à Tanjiro alors que ça fait 3 minutes qu'ils se connaissent. Non, en fait ça fait bien 2 ans. On rentre rapidement dans le vif du sujet, et du coup le découpage de l'histoire est quand même relativement efficace. Tanjiro s'entraîne, Tanjiro rencontre les piliers, Tanjiro se fait des amis, Tanjiro part à l'aventure, voilà, ça va assez vite. Les piliers sont finalement tous mis en avant les uns après les autres dans des arcs. Alors les arcs sont forcément un petit peu inégaux en fonction des différents piliers, mais ils ont chacun leur arc. Puis de manière assez classique évidemment, il y a les combats contre les lunes démoniaques, et il y a évidemment
évidemment de l'émotion, parce que comme dans tout bon shonen, on subit des pertes du côté des méchants qui finissent par se repentir, mais évidemment aussi du côté des gentils. Et il y a aussi évidemment cette espèce de mystère qui entoure Tanjiro, parce qu'il semble avoir un souffle qui est inconnu, qui n'est pas le souffle de l'eau qui est censé être son souffle primaire, qu'il semble maîtriser du coup un peu malgré lui. Donc on se rend compte qu'il y a le passé de son père qui est quelqu'un d'assez énigmatique et sur qui on va en apprendre au fur et à mesure, et notamment avec sa fameuse danse. Et on va vite découvrir que dans l'histoire, Muzan semble craindre un homme aux boucles d'oreilles, alors les fameuses boucles d'oreilles en forme de carte, comme celle de Tanjiro. Boucles d'oreilles dont Tanjiro a hérité de son père d'ailleurs. Donc voilà, il y a plein de petites informations comme ça qu'on va découvrir au fur et à mesure de l'histoire, et les réponses évidemment arriveront au fur et à mesure du récit. Évidemment, on a de belles morales, parce que ça reste un shonen qui a pour vocation de rappeler les valeurs essentielles de la vie, comme d'habitude. Mais je trouve que pour le coup, c'est traité avec pas mal de poésie. Donc Tanjiro, il est peut-être un petit peu naïf, comme le diront certaines personnes, mais finalement, il a une jolie pureté d'âme. C'est-à-dire que même les démons, qui sont quand même censés être des créatures maléfiques, semblent avoir des regrets au moment de leur mort, et Tanjiro éprouve presque systématiquement de la compassion pour eux. Donc vraiment, à chaque fois qu'il y en a un qui meurt, on sent que ça l'affecte. Il comprend que la grande majorité d'entre eux n'ont pas forcément demandé ou souhaité être des démons, et qu'ils ont justement, comme je disais tout à l'heure, oublié les moments agréables de leur vie passée, dont ils vont se souvenir au moment de mourir. Donc il y a cette notion de on part libéré, on part apaisé, qui est assez jolie dans cette histoire où finalement les méchants ne sont pas si méchants que ça et meurent avec une âme, on va dire, un peu sauvée. En ce qui concerne les dessins, alors pour être honnête, je trouve qu'ils ont été sublimés par l'animé. Alors je suis pas aussi catégorique que les gens qui disent que les dessins ne sont pas beaux. Ça, je suis pas d'accord parce que je considère que de toute façon, c'est un léger manque de respect envers un auteur qui est là à tout donner pour nous fournir une œuvre, quelle qu'elle soit. Et je pense qu'on serait pas capable d'en faire la moitié ou ne serait-ce qu'un dixième de ce qu'il fait. Je trouve que déjà, de dire que quelque chose est moche, c'est difficile. Et je sais que pourtant, au départ, les dessins de One Piece, moi, m'ont rebuté. Alors je dirais pas qu'ils étaient moches, mais ils ne me plaisaient pas du tout. Donc le style de ce mangaka est assez féminin. C'est vrai que les traits sont assez arrondis, les personnages ont des grands yeux. Et c'est des traits assez doux et, comme on dit, ils font le taf, concrètement. Les décors sont bien réalisés. La mise en scène des combats et des souffles sont assez jolis, et le tout est évidemment complètement sublimé dans l'animé, mais ça reste tout de même, moi je trouve, une jolie œuvre qui se laisse lire de manière relativement fluide. Alors, il faut croire que les mangakas sont frappés d'une malédiction qui les empêche, à part pour certains rares élus, d'offrir une fin exceptionnelle qui fait l'unanimité auprès de leurs lecteurs. Et à mes yeux, la fin de Demon Slayer n'est pas une fin réussie. Alors, je ne parle pas, évidemment, de l'épilogue qui raconte ce qui se passe des années et des années après, avec un cycle de réincarnation, mais je parle vraiment des derniers chapitres de l'histoire, de cet arc final contre Muzan, qui à mes yeux a été un petit peu bâclé, un petit peu fait à la va-vite. Alors, je sais qu'encore une fois, il y a débat sur cette fin, mais moi je trouve que ça a été mal dosé, je trouve que ça se termine de manière trop rapide, que c'est trop facile et que c'est trop évident, ce qui est un petit peu dommage. Alors je ne sais pas si du côté de l'auteur c'est un manque d'inspiration, des contraintes de temps, mais je trouve on a une petite frustration en finissant cette œuvre, comme si il manquait des pièces d'un puzzle, ce qui laisse un tout petit goût amer. Mais encore une fois, c'est un avis personnel, donc je vous invite à me partager vos avis si votre avis est différent du mien, parce que vraiment ça m'intéresse. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire sur Demon Slayer? Sans être une œuvre qui est transcendante de nouveautés au niveau scénaristique, Demon Slayer ça reste une œuvre efficace. Donc les cases du shonen sont cochées, on a un personnage principal qui est attachant, qui a un objectif, on a des personnages secondaires qui sont présents et qui sont importants, on a finalement quand même des antagonistes de qualité et on a un déroulé logique qui fonctionne. Donc si vous attendez à une trame révolutionnaire avec une histoire qui vous retourne le cerveau, ce ne sera pas le cas avec Demon Slayer. Par contre, si vous voulez un bon shonen en plus de tous ceux que vous connaissez déjà, et ben vous serez servi. Néanmoins, on peut dire évidemment que l'animé est extraordinaire et qu'il est vraiment au-dessus de tout. Ça ne ressemble en rien à ce qu'on a déjà vu aujourd'hui et je le classe sans aucune hésitation premier des animations les plus réussies en termes de manga animé. Vraiment. C'est-à-dire que j'en ai vu beaucoup, il y a des mangas que j'adore, que je trouve très beaux, mais Demon Slayer vraiment c'est le top du top. C'est-à-dire que pour le comparer, moi je suis en ce moment sur l'animé de Platinum Man, comme je vous l'ai dit précédemment, que je trouve très très beau et très réussi en termes d'animation, et ben je trouve que même Platinum Man ça paraît un petit peu fade à côté de Demon Slayer. Et pareil pour Jujutsu Kaisen qui est aussi une très belle réussite en termes d'animé. Je trouve que c'est aussi génial, mais c'est toujours un petit peu en dessous de ce que nous propose Demon Slayer. Voilà. Encore une fois, cela n'engage que moi. Et pour tous ceux qui continuent de critiquer ce pauvre Demon Slayer, sachez quand même, comme dernière petite anecdote avant de finir, que ce cher Eiichiro Oda, et oui, Eiichiro, le GOAT des GOAT, a dit lui-même en parlant du manga de Demon Slayer, au Jump, Kimetsu no Yaiba était vraiment incroyable. J'ai apprécié la façon dont il a pu sauver les sentiments de tant de personnes. C'est un travail absolument superbe, c'est comme ça que je veux que le manga soit, cela m'a touché. Et voilà. Et on finira cet épisode sur cette petite quote.
Merci pour ton écoute, j'espère que cet épisode t'a plu. Pour que je puisse devenir la Hokage du pays du podcast, n'hésite pas à me mettre une note ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Ça me donnera évidemment du ki et du chakra pour préparer la suite. Sayonara et à vendredi pour un prochain épisode.